Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans la nouvelle exposition du musée de Grenoble qui est consacrée à un des plus grands peintres italiens du XXe siècle, Giorgio Morandi. Pour aborder l'univers de cet artiste, nous avons choisi de le présenter à travers le regard d'un collectionneur, Luigi Magnani, qu'il a bien connu, et à travers la collection qu'il a constituée, qui est aujourd'hui conservée à la Fondation Magnani Rocca, une fondation à côté de Parme. C'est une collection qui est composée de 50 œuvres, à la fois peintures et œuvres sur papier, et qui recouvre l'ensemble de l'œuvre de Morandi. Donc elle est très intéressante pour ça, mais elle est aussi intéressante parce que c'est un regard singulier de quelqu'un qui l'a bien connu sur l'œuvre de Morandi. Alors, pour monter ce projet, nous sommes mis à trois, donc moi-même, Alice Enzabella, qui est professeur d'histoire de l'art et qui a été missionné par la Fondation Magnani Rocca, et Sophie Bernard, donc conservatrice en chef au musée de Grenoble, et que nous allons retrouver plus tard pour la suite de la visite. Alors, dans cette première salle, en fait, qui est une salle d'introduction, nous avons souhaité présenter des photos de l'atelier de Morandi, réalisé par Luigi Ghiri, un grand photographe italien de Modène, et qui a pu photographier l'atelier tel qu'il existait encore à la fin des années 80 à Bologne. Il faut savoir que Morandi est un artiste extrêmement sédentaire, né à Bologne en 1890, il y mourra en 1964, et il ne va quasiment jamais quitter sa ville, comme il ne va jamais quitter, je dirais, son appartement de la Via Fondazza, où il emménage à partir de 1910 avec sa famille et où il mourra en 1964. Dans cet appartement, sa chambre est aussi son atelier. Et c'est cet atelier-chambre, je dirais, ou chambre-atelier, que Luigi Ghiri montre avec beaucoup de poésie et restitue bien l'atmosphère de l'univers de Morandi, un univers, comme on le voit sur ces photos, peuplé d'objets familiers. Dans la deuxième salle de l'exposition, on aborde, je dirais de manière plus directe, l'œuvre de Morandi, avec une salle qui est Morandi avant Morandi, on pourrait dire. Hein. C'est un artiste jeune encore, qui est dans sa vingtaine, que nous voyons à travers des gravures et des peintures, qui est encore très réceptif à toutes les influences, et notamment avec cette peinture tout à fait singulière qui nous a été prêtée par le Centre Georges Pompidou, hein, avec le centre, avec trois autres musées français sont détenteurs d'œuvres de Morandi en France, et nous avons souhaité les solliciter aussi pour compléter, si vous voulez, ce parcours. Donc ici, cette nature morte qui traduit bien, hein, notamment combien Morandi regarde les avant-gardes de son pays, le futurisme, mais aussi de France, de Paris, puisque Paris est vraiment la capitale des arts dans ces années-là, et le cubisme est évidemment très très présent. On pense à Picasso, on pense à Braque, quand on voit effectivement ces formes déconstruites et cette palette entre le brun et le gris typique du cubisme. Une autre œuvre est extrêmement importante dans cette salle, c'est finalement la rencontre de Morandi avec la Metaphysica, avec le langage qu'avait élaboré Giorgio de Chirico dès le début des années 10 et qui va, lorsque Morandi va le découvrir en 1918, complètement le fasciner. Il le découvre dans une revue qui s'intitule La Racolte, donc à travers des reproductions photographiques, et il voit effectivement ce qu'il va immédiatement adopter et presque pastiché, mais d'une manière extrêmement originale, puisque durant les 2 ans où dure la période métaphysique de Morandi, il va créer des tableaux qui sont totalement originaux et qui se détachent d'une certaine façon de l'esprit de la Metaphysica, qui est beaucoup plus tourné vers le symbolique, vers une sorte d'onirisme, alors que chez Morandi, très vite, on voit apparaître cette quête métaphysique, c'est-à-dire de traverser les apparences du réel pour essayer de trouver quel est le sens derrière ces formes, qu'est-ce qui apparaît quand on traverse le voile des apparences. Et c'est cette quête métaphysique qu'il va mener, notamment à travers son regard sur les objets du quotidien, qui va le guider désormais durant toute sa carrière.
Nous sommes ici dans les années 20. C'est un temps d'affirmation pour Morandi. On le voit ici avec cet autoportrait de 1925 où on voit l'artiste palette en main, pinceau en main dans son atelier qui regarde frontalement le spectateur. Donc c'est vraiment une période d'affirmation. Morandi à l'époque est collectionné déjà par de grands collectionneurs italiens, notamment à Milan. Il expose auprès des artistes du Novecento et il s'inspire ici pour se représenter de Corot. Et là on voit tout son intérêt pour la peinture française. Mais Morandi, très rapidement, va abandonner la figure humaine. Il réalise uniquement 7 autoportraits et il abandonne complètement la figure à partir de 1930 pour se concentrer sur la nature morte, les objets du quotidien, la révélation du visible. Et on voit là tout le caractère, toute la psychologie de Morandi, tout ce qui fait sa singularité au XXe siècle, je dirais à rebours un peu de l'euphorie du siècle. C'est un contemplatif retiré dans son atelier de la Via Fondazza, un solitaire, et c'est ce que dit ici cette peinture de 1925. Morandi, dans les années 20, se consacre aussi beaucoup à la gravure. C'est un des plus grands graveurs du XXe siècle. On le voit à travers ces gravures qui sont ici véritablement des révélations, on va dire, du sensible, du visible, du quotidien. Morandi était professeur de gravure de 1930 à 1956 et on peut dire que de la fin des années 20 au début des années 30, c'est une période importante où il parvient à conjuguer, je dirais, modernité et tradition dans ses travaux. Il regarde notamment du côté de Rembrandt et de Goya. La période des années 30 est une période importante pour Morandi qui échafaude, qui son vocabulaire de façon encore plus construite, je dirais. C'est une période difficile où l'artiste peint relativement peu. C'est une période marquée, bien entendu, par la montée du fascisme en Italie, par le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais on voit Morandi parfaire son vocabulaire à travers des natures mortes comme celle-ci, de 1936, où on entrevoit tous les objets qui font voilà, tout le fondement de la peinture de Morandi, la petite carafe cannelée, blanche, à l'intérieur de laquelle il a fait couler de la peinture blanche, des ramequins, des bols, cette petite boule de hochet qui constitue véritablement des leitmotivs dans son œuvre. Les blancs nacrés ici évoquent clairement Chardin, la texture également, l'atmosphère en suspens et mystérieuse évoque Vermeer, mais ce qui transparaît ici, c'est cette capacité de Morandi à transfigurer le réel et à faire finalement, à rendre le quotidien doux et apaisé à partir d'objets insignifiants, d'objets du quotidien. Ici, on a des teintes étonnantes, presque de dragées et de meringues dans un contexte dramatique qui est celui, je dirais, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Cette nature morte de 1939 est aussi à l'image de la guerre, de ces années sombres. C'est le seul Morandi des collections du musée de Grenoble. Il a été acquis en 2015 grâce au Club des mécènes. Les camaïeux de brun sont à l'image certainement des difficultés de la période. Et ce cône rouge orangé qui palpite au premier plan est peut-être un signe d'espoir dans cette période relativement difficile. Cette nature morte de 1942 est aussi emblématique de l'art de Morandi dans ces années 40. On observe des flacons allongés ici dans la pénombre de l'atelier. Les contours mouvants évoquent une tension dramatique. On a ici un Morandi qui représente presque des objets ensommeillés dans une atmosphère presque crépusculaire. Morandi ici n'est pas du tout indifférent à la guerre. On sait qu'il sera en 1943 emprisonné quelque temps. C'est aussi le cas de ses amis historiens d'art. Et quoi qu'on ait pu dire, il est vraiment sensible à l'écoute voilà, du temps et de ce qui se passe à l'extérieur de l'atelier. Et Philippe Jacotet, poète, aura ce propos. Il dit que Morandi avait une conscience très lucide et très douloureuse de la misère de l'homme à l'époque. Et c'est ce qui transparaît dans ses travaux. En 1941, Giorgio Morandi rencontre Luigi Magnani. Très vite, Magnani, qui est un grand amateur de musique, musicologue lui-même, va demander à Morandi de réaliser une nature morte avec des instruments de musique qu'il lui apporte, des instruments somptueux. On a la luth, des flûtes indiennes, tout cela très décoré. Et Morandi, qui est tellement heureux de cette nouvelle amitié, ne s'est pas refusé. Mais en même temps très très ennuyé parce que pour lui c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec son univers.
Alors il va finalement trouver au puce d'autres instruments, une petite guitare, une trompette, une mandoline, qu'il va essayer d'assembler. Et lorsque Luigi Magnani va venir récupérer le tableau qu'il a commandé, il va être extrêmement surpris. Il va voir ces beaux instruments posés dans un coin de l'atelier. Et puis Morandi va lui expliquer qu'ils étaient beaucoup trop beaux, beaucoup trop richement décorés pour qu'il puisse en faire quelque chose dans le domaine de la peinture, et qu'il a préféré quand même honorer cette commande en faisant ce tableau qui reste une œuvre unique dans l'œuvre de Morandi, mais qui va sceller l'amitié entre Magnani et Morandi, Magnani comprenant qu'il n'a pas compris au départ la démarche artistique de Morandi à travers ses natures mortes. Alors dans ces années 40, qui sont les années de la guerre, on trouve aussi beaucoup de paysages. Le paysage est un des autres grands thèmes de Morandi, et nous avons ici un très très beau tableau prêté par le musée Granet d'Aix-en-Provence, qui représente un des sites que Morandi aimait à représenter à Grizzana. Grizzana, c'est une petite localité à une quarantaine de kilomètres au sud de Bologne, où la famille de Morandi se rendait chaque été louer une maison. Et donc Morandi a peint beaucoup de paysages sur ce site, et des paysages qui sont très redevables d'une influence majeure qu'il a toujours reconnue, celle de Cézanne. Cézanne était véritablement son maître à penser en peinture, et on trouve ici évidemment dans l'approche de l'espace, dans la simplification des formes, l'influence du maître d'Aix. Autre thème développé et dont on trouve ici un très très bel exemple, c'est la peinture de fleurs. Morandi a peint toute sa vie des petits bouquets comme celui-ci, qui sont à la fois proches de l'univers de Renoir qu'il aimait beaucoup, et en même temps qui sont pour lui une sorte de peinture de l'âme. Et il aimait beaucoup, en quelque sorte, c'était des portraits en fait, des sentiments qu'il pouvait porter en lui-même, et il offrait souvent ces bouquets à ses amis et à ses sœurs. La salle suivante, c'est une salle qui marque, je dirais, l'accomplissement stylistique de Morandi, avec notamment toutes ces natures mortes extraordinaires. C'est grâce à ces peintures qu'il obtiendra en 1948 le premier prix de peinture de la Biennale de Venise, qui marque une forme de consécration pour lui. Et on retrouve ici, avec ces quelques objets comme blottis les uns contre les autres, dans cette sorte de surface quasiment monochrome, où finalement ce qui bruisse, c'est la touche picturale, hein, c'est comment Morandi arrive à donner vie à tout cela grâce à la peinture. Et bien on retrouve effectivement une forme de perfection du langage morandien des années 50. Autre tableau dans cette salle qui nous a été prêté par le Centre Georges Pompidou, c'est cette nature morte de 1944, qui est en quelque sorte là, une forme de quintessence hein, de la peinture morandienne de ces années-là. 5 objets, une composition extrêmement simple. On retrouve la boule de Hocher qui était apparue dans la nature morte de 1936, et une harmonie hein, de couleurs extrêmement sobre et subtile, qui laisse entendre, derrière la simplicité de ces objets, que quelque chose d'autre peut nous être révélé, qui est cette sorte de réalité derrière le visible, et qui, d'une certaine façon, rejoint toute la quête métaphysique de Morandi. Nous sommes ici dans les années 50 et on voit que l'art de Morandi gagne encore en dépouillement, en épure, en simplification, notamment avec cette nature morte de 1953 qui représente des bouteilles que Morandi a préalablement peintes avant de les représenter, peintes en blanc. Et il va multiplier en ce début des années 50 des variations autour de bouteilles blanches, organisées en duo, en trio, parfois en décade. Il joue un petit peu comme Mondrian avec ses carrés d'une certaine manière, et il l'ordonnance ainsi, et il géométrise, on va dire, le réel. Mais c'est une mathématique où la sensibilité est toujours présente. Et donc on voit un Morandi qui parvient à faire de ces bouteilles presque des signes abstraits, dans un intérieur ici complètement dépouillé. On est véritablement aux limites de l'abstraction, et on voit ici sa radicalité.
Radicalité qui transparaît aussi dans ce paysage. Morandi a toujours représenté, depuis le début des années 10, on connaît moins cette partie de son œuvre, des paysages, notamment Grizzana dans l'Apennin bolonais et Bologne, où il vivait des années 10 jusqu'à sa mort en 1964. Ici, c'est une vue depuis la chambre mythique Atelier de Morandi, où on voit ce paysage scindé en deux, avec d'un côté les toits de Bologne et la végétation, on va dire une partie plus animée, dans une lumière plutôt douce et en même temps assez froide, et de l'autre côté un petit pan de mur qui est littéralement un aplat de peinture. Et donc derrière le classicisme, on voit comment Morandi renouvelle là aussi ce genre du paysage. La période des années 50 est véritablement une période fondatrice, en tout cas marquée par un sentiment encore plus fort d'épure, de simplification, un véritable cheminement vers la simplification qui transparaît à travers le médium de l'aquarelle que Morandi développe à partir de la fin des années 50. Il a abandonné la gravure et il multiplie les épures d'objets où on voit ces orchestrations de couleurs assez inédites, ces vibrations de couleurs, ces bruns, ces orangés, et les objets sont définitivement devenus ici des fantômes d'objets. La dernière salle est consacrée au dernier Morandi, je dirais à partir du milieu des années 50 jusqu'à sa mort en 1964. On voit que Morandi continue à représenter des fleurs. Il a véritablement renouvelé le langage des fleurs en peinture. Les fleurs étaient pour lui presque des états d'âme, des petits poèmes. Il en offrait à ses amis, à ses sœurs. Et ici, on voit toute la mélancolie, toute la délicatesse de l'artiste qui transparaît dans ce petit bouquet de géranium et de roses, petit bouquet qui est sur le point littéralement de disparaître dans ce halo de peinture. Et on voit là encore tout le caractère évanescent des derniers Morandi. Le parcours de l'exposition prend fin avec une peinture d'importance datée de 1963, où on voit ici véritablement le réel se dérober à travers ces objets qui sont devenus encore une fois des fantômes d'objets. Les contours sont tremblants, les objets sont littéralement blanchis. Ils ont quitté le monde utilitaire et ils intègrent presque le monde de la peinture. Philippe Jacotet, poète, disait que c'était des stèles d'air. Un autre poète, Claude Esteban, disait qu'il s'agissait d'une mousse de forme. On voit en tout cas dans ce monde en suspens, dans ce monde littéralement allégé, une certaine mélancolie gagner l'artiste, peut-être un pressentiment de la mort. Et en tout cas, plus Morandi se soustrait du monde et plus de façon étonnante, je dirais, ces tableaux ont l'apparence presque d'une naissance. Et c'est ce que disait Gaëtan Picon dans Admirable tremblement du temps, et c'est ainsi que s'achève le parcours de l'exposition.